Commandard, pourquoi ont-ils arrêté ces hommes? Parce que, cher enfant, nous sommes coupables à leurs yeux, mais pas toujours. Qu'ils punissent les coupables et non ceux qui ne le sont pas. Mais, fils, nous sommes tous coupables, tous autant que nous sommes. Alors ils punissent les uns avec les balles, les autres avec les coups ou la prison, les uns avec les mots, les autres avec la faim. Ils tuent à chaque geste qu'ils font. Ils chassent les nôtres de la lumière, de la terre qu'ils cultivent. Et nous ne nous en apercevons pas. Quand ils nous jettent à la face un de nos morts, alors là seulement nous comprenons. Nous avons pitié de cet homme qu'ils ont tué. Nous avons honte devant lui. Mais nous aussi, on nous chasse peu à peu vers la tombe. Nous sommes prêts à y descendre, sans proférer une parole, sans lever le petit doigt. C'est affreux. Mais non, aujourd'hui c'est affreux. Demain, ce sera différent. Regarde les grands cultivateurs qui sont des nôtres, les commerçants de la ville qui sont aussi des nôtres. Ils ne disent rien. Qu'un homme tombe dans cette lutte, et tout cela se taisent pendant un moment. Ils sont pris de gêne et poussent des soupirs. De nouveau, bien sûr, chacun ira son chemin. La ronde recommencera, car chacun n'a qu'un chemin à prendre. C'est un peu étroit, j'en conviens. Comment faut-il faire pour vivre autrement? Le sais-tu? Il faut détruire les abus, les enterrer. S'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas plus de raison d'avoir honte devant les vivants que devant ces morts. C'est tout, cela suffit pour commencer. Mais nous sommes le plus grand nombre, dit Omar. Il va de soi que nous sommes le plus grand nombre. En font partie les maigres et les gros, les petits et les grands, les timides et les hardis. Notre nombre est si grand. Et il faut une grande patience à nos hommes de cœur qui se préparent à franchir ce premier pas. La parole brûlante et douce de Commandard entrait dans le cœur du garçon comme un long clou. Mais si personne ne se déclare prêt à mourir, dit Omar, c'est tout le monde qui écopera. Je n'ai rien dit, répliqua le vieil homme. Il faut que nous soyons liés les uns aux autres, comme par une chaîne. Je pense, moi, que ce sont de sales bêtes tout de même. Aussi faut-il détruire le méchant. Eh bien, est-ce tout? C'est tout, bonhomme. Lorsqu'elle entra dans la salle commune, Mamma trouva son mari occupé à découdre les morceaux usés d'un bas. Il était assis face à la porte, sous la demi-voussure, bosselée de saillies grosses comme des têtes d'hommes. Là-dedans, quelques trous profonds formaient des niches où l'on casait de la vaisselle, des boîtes d'épices et d'autres ustensiles. Une humidité insidieuse se dégageait des parois. Il fut impossible à Mamma de regarder son mari en face. Cara releva la tête de dessus son ouvrage et la fixa. La femme s'absorba dans ses occupations. Elle prit un plat de terre dans lequel elle voulait cuire la galette qu'elle avait préparée. Cara baissa les yeux, sans plus se soucier d'elle, et reprit posément son travail. Sans bruit, Mamma sortit de la grotte. 3 jours s'étaient passés devant la nuit où les cahutes des ouvriers de M. Villard avaient pris feu. Ça avait été un cauchemar. Ici, on ne savait pas ce qui s'était produit au juste.
L'anxiété de Mama devenait d'autant plus tenaillante que Kara était sortie au plus fort de la nuit, et la femme restée seule s'était sentie environnée par le danger. Quand Kara fut revenue au petit jour, Mama, les paupières desséchées et meurtries, lui avait dit: « Alors, des ouvriers qui ne voulaient pas travailler, ils ont mis le feu à la ferme, Villard. Il faut s'attendre à tout de leur part. Je l'ai toujours dit, il faut s'attendre encore à pire. » Mama avait été suffoquée. C'est ce que lui avait dit son mari ce jour-là. Et le lendemain, pas plus tard que le lendemain, elle apprenait par les voisins que rien n'était vrai dans ses paroles. Les Feller n'avaient pas allumé ce feu. Quand quelque chose se produisait par ici, personne n'avait honte de reconnaître ce qui était. On se déclarait, bien sûr, jamais la vérité aux autorités. On ne déclarait jamais la vérité aux autorités. Aucun habitant n'aurait consenti à servir même de témoin dans une affaire. Chaque fois que les agents du gouvernement se présentaient pour avoir des renseignements sur les gens, on disait tout ignorer. Les gens du gouvernement rencontraient toujours devant eux des visages muets. Mais jamais la méfiance ne s'était établie entre les paysans eux-mêmes. On préférait même vider son sac, et c'était mieux ainsi. Le pays tout entier pouvait être au courant d'une nouvelle sans que rien ne transpirât et parvint aux oreilles de la police. Alors, pourquoi Kara avait-il dit? Mama ne se l'expliquait pas. Il continuait pourtant à charger les Feller. On dit, accusation portée à tort. Brûle nos frères. Mais celui qui la lance porte une poutre de feu sur l'épaule. Mama commença à le considérer avec répugnance. Peu à peu, les habitants de Dars-Bétar s'accoutumèrent à l'état de guerre. Le temps avait fui, rien ne vint de ce qu'ils redoutaient. Des hommes qui leur étaient proches partaient pour se battre quelque part en pays lointain. Ils y laissaient leur vie parfois. Mais ils ne savaient que penser au juste de la menace mystérieuse qui s'amoncelait sur eux. Rien ne se produisait. L'existence reprenait son cours. Les mois passèrent sans rien apporter de vraiment inquiétant. Les choses se tassaient. Tous les jours, des hommes partaient. On s'en apercevait bien. Leur départ créait un remous pendant quelque temps, puis ils disparaissaient, absorbés par l'inconnu. Des mois s'écoulèrent encore. La même vie continuait. C'était la drôle de guerre. Mais quelque chose que l'on sentait venir de loin et qui allait peut-être loin, une lame de fond qui se transformerait peut-être en une vague géante, s'approchait insensiblement. Pour l'instant, on était tout au spectacle comique et lamentable de ces hommes mobilisés. Ils étaient déguisés, moitié soldats, moitié vagabonds. Ils portaient des savates aux pieds et des uniformes d'été en plein hiver. Ils couchaient sur de la paille au nouveau stade et dans les foundouks. Nombre d'entre eux durent entrer à l'hôpital avec une fluxion de poitrine. Ils menèrent la vie la plus absurde qui fût, ne comprenaient jamais rien à ce qu'on leur faisait faire.
Omar passait ses journées aérées à travers la ville, journées creuses et bien remplies à la fois. Longue journée en tout cas, éclatante et chaude, avec toujours au centre le vieux problème du pain. Ce qu'il pensait, ou plutôt ce qui l'agitait confusément, pourrait se formuler ainsi. J'ai faim, toujours faim. Je n'ai pas mangé à ma faim. Question qu'il se posait sans trêve. Aurais-je à manger tout à l'heure et demain? Sans pouvoir y répondre, bien sûr. On se représentera avec peine le sentiment que provoquait en lui cette incertitude indéfiniment renouvelée, apparemment vouée à demeurer entière. Quel miracle pouvait le libérer? Le soleil cuisait la ville jusqu'à ce qu'elle grillât comme une tôle. Il arrivait souvent que l'enfant tombât sur des groupes de paysannes se lamentant à grands cris. Elles s'asseyaient en rang au bord du stade, pendant qu'à l'intérieur leurs hommes, fils ou maris, passaient en conseil de révision. Morne spectacle, devenu ordinaire en ces temps de guerre. Malgré tout, les grandes vacances tiraient à leur fin. Omar prévint sa mère. À la prochaine rentrée scolaire, il lui fallait des vêtements propres, des livres. Une pareille requête était toujours le prélude d'une dispute entre lui et Aïni. « Nous en avons assez, s'écria-t-elle, de cette école. Ah, Haï, espères-tu devenir ministre? Le monde en était là quand survint la période la plus fabuleuse de l'année. Le dur et sombre hiver de Tlemcen, brûlant comme un glaçon, n'allait se déclarer qu'en fin janvier ou même un peu plus tard. En attendant, un embrasement furieux entreprenait sa marche en triomphe, d'arbre en arbre, et chaque arbre était une torche vivante et vibrante. Les vieilles pierres de la cité elle-même se vêtirent de clarté rouge, puis, se résorbant dans sa propre ardeur, le feu tomba. Tout s'épura dans cette incandescence et dès lors, chaque trait du pays se dessina à travers la netteté lumineuse d'une atmosphère de douceur dans une couleur enfin reposée. Aïni était aidé par des hommes ou des bonnes gens qui souvent taisaient leur nom. Il y avait si longtemps que son mari était mort. À présent, ces gestes de générosité, elle les accueillait sans amertume, avec plutôt de la reconnaissance. Cela la tirait d'affaire un jour ou deux. Mais il fallait vivre tous les jours, et tous les jours manger. Et c'est une affaire, à ma petite mère. Aïni trimait, mais les circonstances lui avaient appris ce que valait son travail. Aussi l'argent qu'elle touchait en fin de semaine le montrait-elle à ses enfants. Elle voulait qu'ils voient le salaire de sa peine. C'était peu. Ils savaient maintenant ce que valait la force de leur mère, sa santé et sa vie. Vous pensez que c'est peu? Quand on a détruit son existence à force de travail, voilà ce qu'on gagne. Tout juste ça. Et rien de plus, ajoutait-elle. Les enfants contemplaient l'argent, puis leur mère, une pipait mot. Vous pensez, reprenait Aïni, qu'une pareille somme ne pourrait servir à rien, que si on achetait du pain, on ne pourrait pas avoir de légumes,
Et si on achetait des légumes, on ne pourrait pas avoir de café. Elle est comme ça, notre existence. Maintenant, vous l'avez bien vu, la suite demain. Vous pouvez vous abonner.